Profitant des héliportages de ravitaillement au refuge du massif des Écrins, une équipe du parc national prépare un drôle de colis. Aujourd'hui, c'est une barque en aluminium qui va prendre le chemin des airs avec le matériel indispensable aux recherches en cours. La barque et son précieux matériel scientifique s'envolent vers le lac de la Muselle, perché à plus de 2100 mètres d'altitude. Il faudra 4 heures de marche à l'équipe des scientifiques pour rejoindre le lieu où a été déposé leur encombrant matériel. Une équipe de chercheurs va récolter des échantillons d'eau à différentes profondeurs pour étudier le plancton. Enfin, une dernière équipe va se charger des carottages de sédiments extraits des profondeurs du lac. Alors les lacs, ce qui est formidable, c'est leur capacité d'accumulation, à la fois de ce qui vient de l'atmosphère, parce que ça peut agir comme un gros pluviomètre, et puis aussi parce que ça récupère plein d'informations, tout ce qui nous entoure, quoi. Donc ça, c'est vraiment un objet d'accumulation d'histoire. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres objets qui sont de ce type. La première fois qu'on sort une carotte d'un lac, c'est quand même toujours une découverte. Il y a un petit côté magique au fait que le sédiment est au fond de l'eau, personne n'y a accès. Ça fait des milliers d'années qu'il s'accumule tranquillement au fond du lac. Personne ne l'a jamais touché, personne ne l'a jamais regardé. Et donc on va être les premiers à ressortir cet échantillon et à l'ouvrir comme on ouvre un livre. Et on va être les premiers à essayer de comprendre dans quelle langue il va nous parler. Ouais, regarde, mais ça doit être pas mal, non? Oh, il n'y a plus rien? Ok, C'est bon? Dans le paysage qui nous entoure, là, il y a une histoire compliquée. C'est pas du tout, ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement cette histoire-là. Une histoire avec des hommes qui sont arrivés, qui ont déforesté, une histoire avec du climat qui a évolué au cours du temps. Et c'est cette histoire-là qu'on essaie de raconter. En fait, on remonte dans le temps, hein, les sédiments se sont déposés régulièrement au cours du temps. Des sédiments qui viennent en partie du glacier, en partie du paysage qui nous entoure. Et évidemment, on est capable de dater ces sédiments, de connaître exactement la date de dépôt, en utilisant par exemple le dépôt de 1637 de Tchernobyl, qui nous permet de savoir qu'ici, on va être en 1986. Et puis, plus bas, un peu plus bas dans la carotte, il y a un autre pic qui correspond au maximum des essais nucléaires aériens. On a un pic en 1963. Donc on a 2 pics, un en 1963, un en 1986, qui permet de repérer et donc de finalement dater assez facilement ces carottes récentes. C'est pas parce qu'on est capable de mesurer quelque chose que ça veut dire qu'il est en concentration importante ou en concentration suffisante pour altérer le système ou pour, encore pire, en quantité dommageable pour la santé humaine. Il faut bien voir que ce qu'on mesure dans les lacs d'altitude, c'est extrêmement ténu. Et la capacité à mesurer des concentrations aussi faibles est relativement récente d'un point de vue analytique. Il faut vraiment voir ces lacs d'altitude plutôt comme des sentinelles. Ce sont des sentinelles qui sont placées aux marges de la civilisation, aux marges de l'emprise de l'homme sur le milieu, et qui nous informent énormément sur les pollutions à longue distance et sur les changements qui sont indépendants des activités locales. Ok Jérôme, là on va commencer à tirer le mouillage. On a différents dispositifs de mesure, donc à plusieurs profondeurs. Donc on a des sondes enregistreuses qui mesurent turbidité, oxygène dissous, température, ce qui nous permet d'avoir une idée de la chimie du lac, de la physico-chimie du lac, et de voir un petit peu les processus de réaction qui peuvent se produire. Notre trappe, hein. Donc là, c'est pas mal du tout, hein. Le volume sédimenté, il est là. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est tout ça, là. Tout le dépôt qui est là. L'eau s'écoule à l'extérieur du récipient et je récupère les particules dans le récipient. Et là, on a toutes les matières en suspension qui ont décanté dans le lac depuis le mois d'octobre dernier. C'est la première trappe qu'on relève dans ce lac. Donc là, on est déjà assez agréablement surpris de la quantité de matière qu'on a récupérée, ce qui va nous permettre de pouvoir travailler et de faire toutes les mesures dont on a besoin pour comprendre un petit peu mieux le cycle de ces polluants.
L'université de Savoie, basée près de Chambéry, est le lieu de travail des chercheurs de l'EDITEM. Ce laboratoire étudie les milieux et territoires de montagne. Donc ça, c'est une carotte qui a été prélevée dans le lac de la Muselle. Ce gros cylindre qui était fermé, on l'a coupé de part et d'autre, ici et puis là. Et donc ensuite, on a inséré 2 lames très fines à l'intérieur et puis on a ouvert la carotte comme ça. Et en enlevant les lames, eh bien, on va découvrir toute l'histoire ici qu'on peut lire comme un peu un livre. Après, pour affiner le modèle, on va mesurer également la quantité de plomb, le plomb polluant qu'on connaît dans l'environnement, qui était utilisé dans les essences. Et dans les années 70, en 74, on a également un maximum de plomb dû à l'utilisation de l'essence plombée. Et après les années 70, on va avoir une diminution de l'utilisation de l'essence avec le premier choc pétrolier, puis une interdiction du plomb dans les essences qui fait que la quantité de plomb qui arrive par l'atmosphère dans ces lacs d'altitude va être grandement diminuée. Tout est imprimé dans le sédiment. Tout ce qui vient de l'atmosphère va tomber dans le lac et va être ensuite archivé, puisque la couche de l'année 1974, par exemple, elle va être ensuite recouverte par la couche de l'année 1975, 76, etc. Et cette bêtise, disons, des années 74, en effet, elle va être préservée, archivée, et plus personne ne peut l'enlever. Les chercheurs ont un rôle d'alerte, c'est-à-dire que les chercheurs sont là pour dire voilà, il se passe ça à un moment donné dans le lac, et pour dire voilà, nous on a compris qu'il se passait ça. Mais après, la gestion, le fonctionnement des écosystèmes, c'est la gestion de tous, ça doit être la décision de tous. Tous les gens sont acteurs de la gestion de ces milieux-là, les promeneurs, les bergers, les pêcheurs. Donc tout le monde doit participer à cette action-là, et il doit y avoir une conciliation de façon à dire, voilà, on décide d'une gestion particulière pour ce milieu-là, et une gestion, elle ne sera efficace que si tout le monde va dans le même sens et que tout le monde accepte de jouer le jeu.